Bonjour. Dans le cadre de l'accès au savoir et de la diffusion des sciences, Arts et Métiers présente un podcast intitulé Paroles d'Arts et Métiers. Dans Paroles d'Arts et Métiers, nous parlons d'industrie, d'innovation, d'écologie, de santé, de matériaux ainsi que de nombreux autres thèmes en lien avec les sciences de l'ingénieur et Arts et Métiers. Participent à l'aventure tous les acteurs de la communauté Arts et Métiers, étudiants, personnels et alumni. Dans chaque épisode, un nouvel intervenant aborde un sujet important pour lui en lien avec Arts et Métiers. Bienvenue à toutes et à tous dans cet épisode qui concernera l'ingénierie pédagogique et les enjeux socio-environnementaux déployés sur le campus Arts et Métiers d'Aix-en-Provence, créé en 1843 et dont le directeur est le professeur Fethi Benouezdou. Camille Pédarios, ingénieur pédagogique sur ce campus, est avec nous pour nous en parler. Bonjour Camille Pédarios. Bonjour. Camille Pédarios, vous avez d'abord été enseignante de français langue étrangère en Thaïlande durant 6 ans, tout en suivant vos études à distance. Après une licence en géographie à l'université de Toulouse-Jean Jaurès, vous vous êtes orientée vers les sciences de l'éducation, domaine dans lequel vous avez obtenu un master. Votre mémoire avait pour thématique les conditions de construction d'une conscience écologique. Après avoir travaillé à l'université Paris 8 comme ingénieur de formation, vous êtes aujourd'hui et depuis janvier 2019, Camille Pédarios, ingénieur pédagogique sur le campus Arts et Métiers d'Aix-en-Provence. Vous assurez sur ce campus des fonctions d'accompagnement des enseignants, tant sur les méthodes que sur les outils de pédagogie. Vous vous intéressez aux pédagogies actives en scénarisant des cours en présentiel, hybride et entièrement à distance. Vous avez d'ailleurs récemment scénarisé avec l'équipe d'une des directions d'Arts et Métiers, la direction de l'information scientifique et de la science ouverte d'Arts et Métiers, la DISSO, un cours sur les compétences informationnelles entièrement en ligne. Vous réfléchissez également aux questions relatives à la motivation des étudiants ainsi qu'à l'intégration des questions de responsabilité environnementale et sociétale dans la formation des ingénieurs, en travaillant sur l'acquisition de nouvelles compétences et sur le développement de cours associés aux enjeux socio-environnementaux. En 2021, vous avez fait partie du groupe de travail relatif au rapport Les ingénieurs face aux défis environnementaux et sociétaux, rapport réalisé dans le cadre du think tank d'Arts et Métiers, et vous êtes aujourd'hui référente développement durable et responsabilité sociétale pour le campus d'Aix-en-Provence. Vous êtes aussi responsable depuis 2 ans du Learning Center du campus Arts et Métiers d'Aix-en-Provence et travaillez à la construction de modules de formation sur le développement de l'esprit critique. Outre vos différentes expériences et activités, vous êtes professeur de yoga depuis 2015 et vous dispensez, entre autres, des cours pour le personnel du campus Arts et Métiers d'Aix-en-Provence. Bienvenue Camille Pédarios dans ce podcast Paroles d'Arts et Métiers. Merci pour l'invitation. Pourriez-vous nous préciser votre rôle sur le campus en tant qu'ingénieur pédagogique ? Un ingénieur pédagogique, il peut avoir plein de rôles et plein de missions différentes, potentiellement dans un établissement. Il peut participer à l'intégration d'outils pédagogiques souvent numériques. Il peut aussi créer des modules de formation, faire basculer des formations entièrement en ligne. C'est souvent l'image qu'on a eue d'un ingénieur pédagogique pendant la période de la pandémie de Covid, très orienté numérique. Mais un ingénieur pédagogique, ça peut aussi être quelqu'un qui accompagne les enseignants dans l'intégration de pédagogie active, donc pas forcément quelque chose de numérique ou de en ligne, ça peut être en présentiel, pour que les cours soient moins transmissifs et que les étudiants soient moins passifs. Et enfin, l'ingénieur pédagogique peut aussi travailler sur l'intégration de nouveaux contenus de formation. Aujourd'hui, par exemple, on sait qu'il y a beaucoup d'attentes des institutions qui encadrent notre activité sur l'intégration de contenus sur l'IA, mais aussi sur l'intégration de contenu, sur tout ce qui est transition écologique, par exemple. Et donc là, l'ingénieur pédagogique peut donner une dynamique de travail là-dessus, accompagner les enseignants à se former pour monter en compétences et se sentir légitimes à intégrer ces enjeux dans leurs cours. Moi, j'aime bien imaginer la fonction de l'ingénieur pédagogique comme le suivi d'un cycle de vie. Donc, il y a toujours une phase de conception que nous, on appelle scénarisation de cours. On va écrire, en fait, comment se déroule le cours. Puis, on passe à une phase de fabrication, durant laquelle on va fabriquer les supports. Et puis, enfin, il y a une phase d'usage lorsque l'enseignant donne son cours devant les étudiants.
Et après, ça s'arrête pas là. Alors, on va pas parler de phase de fin de vie, d'un cours, mais plutôt d'une phase on entre après dans une phase d'amélioration continue, dans laquelle on va faire des enquêtes auprès des étudiants pour récolter, leurs retours, savoir ce qu'ils en ont pensé et en fonction de ces retours, potentiellement faire des améliorations de ce cours-là. Comment articulez-vous l'ensemble de ces activités sur le campus Arts et Métiers d'Aix-en-Provence? Moi, je suis en poste depuis 2019 et depuis 2019, j'ai eu l'occasion de voir un peu toute cette palette d'actions d'un ingénieur pédagogique. Ça a commencé, à travers un projet où je devais créer du lien entre, des établissements, notamment des lycées de la région et l'idée c'était, de travailler à, définir quels étaient les usages et choisir, des bons outils pédagogiques, notamment numériques, pour ces différentes structures. On a également travaillé sur former des enseignants de tous ces établissements, pour monter en compétences sur tout ce qui était, pédagogie active, pour qu'ils puissent amener leurs cours de façon un petit peu différente et sortir des approches traditionnelles transmissives. Nous, ça nous a permis en local de monter un cours, pluridisciplinaire, qui avait pour, centre, un objet technique qui était une éolienne et donc l'idée c'était d'amener nos étudiants, à travers une approche plutôt apprentissage par projet, à se retrouver face à cet objet et à devoir traiter d'une problématique en autonomie, mais qui était scénarisée en amont et donc ça a permis, d'éclairer cet objet technique qui était l'éolienne, en apportant, des regards, venant de différentes disciplines. Sur le campus d'Aix-en-Provence, on a également travaillé avec, Lionel Roucoul à la définition de nos attentes. Lionel Roucoul? Oui, pardon, un enseignant-chercheur, sur le campus d'Aix-en-Provence. D'accord. Voilà et donc on a travaillé ensemble à travers un projet sur la définition de nos attentes et de nos usages, sur les outils numériques. Et donc, on a un peu analysé les besoins des usagers pour sélectionner du matériel qui soit le plus adapté possible. Et ça nous a notamment permis de rénover tout un amphithéâtre avec du matériel plus adapté. Donc, depuis 2022, je suis responsable du Learning Center, mais toujours ingénieure pédagogique, et plus orienter mes actions sur l'évolution, cette fois-ci, des contenus de cours, et notamment sur l'intégration des enjeux socio-environnementaux dans la formation. Et donc depuis 2023, je suis référence, sur les sujets de durabilité pour le campus et j'ai continué à construire d'autres cours, des cours en philosophie, sociologie des techniques, des cours sur l'IA, ou encore, des cours, de développement, de l'esprit critique avec mes collègues de la DISO. Mmh. Enfin, là, il y a un chantier qui est en cours sur, une bascule vers l'approche par compétences. Donc ça veut dire qu'on valide plus des disciplines, mais des compétences et donc ça, en tant qu'ingénieure pédagogique, je suis au cœur de ces réflexions pour accompagner les collègues enseignants dans l'évolution de la formation et l'intégration de l'approche par compétences. Comment travaillez-vous sur les différentes thématiques que vous abordez et à quel public vous adressez-vous? Comme j'ai une fonction complètement transversale, je peux potentiellement, travailler sur tous les sujets, toutes les disciplines et avec tous les acteurs, les collègues enseignants, du campus et enfin, pas seulement du campus d'Aix-en-Provence, mais globalement, je peux travailler sur tous les sujets et disciplines. Même si aujourd'hui, j'ai tendance à orienter mes actions sur certaines disciplines, notamment les enjeux socio-environnementaux. Tout ce qu'on construit avec les enseignants peut concerner tous les publics étudiants. Les publics, programme grandes écoles, première, deuxième, troisième année, mais aussi, les étudiants alternants. Pour venir sur les thématiques, je m'intéresse beaucoup à la place des sciences humaines et sociales. Quand je parle de sciences humaines et sociales, je pense à l'histoire, à la philosophie, à la sociologie, dans les formations d'ingénieurs, parce qu'elles permettent de donner un éclairage intéressant et une prise de recul par rapport aux disciplines techniques. Donc ça fait maintenant 2 ans qu'on construit avec ma collègue Alexandrine Jamin un cours de sociologie et philosophie des techniques. Alors comment on l'amène et quel est l'intérêt? En fait, on voulait amener, ces étudiants ingénieurs à se questionner finalement sur et à essayer de répondre à cette question de qu'est-ce qu'un ingénieur? Quelle est sa place, et son rôle dans la société? Quelles sont les responsabilités associées? Et l'idée que je trouvais très intéressante aussi, c'était, de venir questionner l'idée de neutralité de la technique. Souvent, on a cette image, on a tendance à présenter, l'ingénieur comme, une figure un peu apolitique qui travaille sur des objets neutres. Des objets techniques qui sont neutres. Donc il fabrique des objets techniques et la société finalement en fait bien ce qu'elle en veut. Et donc à travers ce cours-là, on remet un petit peu en question cette approche pour montrer qu'il y a des questions éthiques qui sont à se poser même en amont de la conception.
Donc pour ça, on travaille avec des enseignants-chercheurs extérieurs parce qu'on n'a pas forcément les compétences en interne en sociologie et philosophie. Et ce cours-là, il ne vient pas seul, il se prolonge par un cours sur la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises, qui vient à la fin de la première année, juste avant le stage exécutant, et qui leur permet de partir avec des clés de lecture de ce qui se passe dans l'entreprise et des clés de questionnement aussi. De quelle manière se déclinent les actions d'ingénierie pédagogique mises en place en relation avec la direction de l'information scientifique et de la science ouverte d'Arts et Métiers? Ça fait 2 ans qu'on travaille avec mes collègues responsables des Learning Centers et l'ICIFTech, notamment Nina Lepanetier, qui est une autre ingénieure pédagogique, sur la construction de modules d'auto-formation sur le développement de l'esprit critique. Donc, le but de ce module, c'est que l'étudiant il puisse acquérir des compétences en recherche et analyse documentaire. Aujourd'hui, l'information, elle est partout, donc il n'y a pas de difficulté à trouver de l'information. Par contre, avoir développé un esprit critique par rapport à l'information que l'on a trouvée, ça, c'est ce qu'on souhaite développer à travers ce module-là. Donc, il y a des apports sur les biais cognitifs, l'analyse des sources, le fait de s'informer auprès de différentes sources pour se forger une opinion, etc. Cette analyse critique, en fait, elle nous paraît indispensable pour un ingénieur, surtout dans le monde actuel où règne vraiment une surinformation, voilà. Et donc, dans laquelle il faut savoir peser un peu le pour et le contre dans ce qu'on retrouve. De quelle façon avez-vous participé à la conception d'un programme de formation en lien avec l'intelligence artificielle? Sur le sujet justement de l'intelligence artificielle, qui est utilisée aujourd'hui par tous nos étudiants, j'ai travaillé avec Ariane Sève, qui elle aussi est une ingénieure pédagogique qui travaille sur le campus d'Aix-en-Provence dans le cadre du projet CARE. Alors, le projet CARE, c'est l'acronyme pour Citizen Oriented Artificial Intelligence Training for a Responsible Education. Ok, Oui, c'est un peu long, mais c'est ça. mais c'est parlant. Et donc, avec Ariane, j'ai participé à la création d'un module de formation en présentiel qui prend la forme d'un débat dans lequel, à la fin, on arrive à cartographier un peu les grands enjeux sociaux, environnementaux autour de l'IA. Pour commencer, en fait, à réfléchir à un cadre éthique, par exemple, au sein d'une entreprise qu'on pourrait poser autour de l'usage de l'IA. Enfin, depuis 2021, je travaille beaucoup en local et au national sur la question de l'intégration des enjeux socio-environnementaux dans la formation. C'est une des thématiques sur lesquelles j'ai beaucoup de plaisir à travailler. Et il y a un sujet qui m'intéresse tout particulièrement, c'est comment intégrer le vivant dans la formation des ingénieurs. Je trouve que travailler sur ces questions, ça revient à se poser la question de quel ingénieur nous voulons former. Si le but, c'est de former un ingénieur qui œuvre au maintien de l'habitabilité de la Terre, qui est quand même, ce qui me paraît être un objectif assez intéressant, alors ça vient à se poser plein de questions sur les contenus et les méthodes de pédagogie à mettre en œuvre. Par quelles étapes êtes-vous passé pour mettre en place l'intégration des enjeux sociaux et environnementaux dans la formation? Il y a un peu 2 échelles de travail, je trouve. Il y a l'échelle locale et l'échelle plus nationale. Au national, je travaille pas seule, on travaille avec la direction générale de la formation et puis je travaille avec des collègues aussi au niveau national, notamment pour, construire des programmes de formation destinés aux enseignants pour qu'ils montent en compétences sur les enjeux socio-environnementaux et qu'ils se sentent légitimes à les aborder dans leurs cours. En parallèle de ça, en local, j'ai fait une expérimentation de mise en place d'un travail pour arriver à une construction de cours structurés avec une évolution progressive sur les enjeux socio-environnementaux. Quand je parle d'évolution progressive, c'est une évolution progressive en niveau. En première année, avoir une évolution en niveau de la première à la troisième année. Comment vous y êtes-vous prise pour réaliser cette expérimentation? Donc, j'ai commencé par aller voir ce que faisaient les autres établissements d'enseignement supérieur, les autres écoles d'ingénieurs, pour commencer à définir des étapes de travail avec nos enseignants en local. Donc on a commencé par une première période de dialogue sur essayer de définir qu'est-ce qu'un ingénieur responsable. Finalement, un ingénieur responsable, c'est quelqu'un qui comprend les enjeux actuels, leur complexité, pour agir en adaptant les solutions qu'il amène à cette complexité. Donc il va apporter une solution vraiment contextualisée. Dans un premier temps, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rédigé quelles pouvaient être les compétences attendues pour un ingénieur arts et métiers sur les enjeux socio-environnementaux. Une fois qu'on a défini ces compétences, donc vers où on veut amener nos étudiants, on s'est dit qu'on allait créer des groupes. J'ai proposé en fait qu'on crée des groupes de travail sur différentes thématiques. Donc il y avait
un peu la thématique état des lieux actuel sur le climat, la biodiversité. Il y avait une thématique histoire de l'ingénierie et des techniques, pour prendre un petit peu du recul par rapport à ce qu'est l'ingénieur et ses responsabilités. Il y avait une thématique sur la pénurie des ressources et une thématique également sur les outils de l'ingénieur pour agir. Parce qu'une fois qu'on a fait un état des lieux, faut être en capacité d'agir. L'ingénieur a ses propres outils et donc comment amener ça à nos étudiants. Dans ces groupes, on a construit des idées de plans de cours. Certains sont donnés aujourd'hui et se rattachent à des UE existantes. Et puis, on a travaillé également en APE pour faire réfléchir aux étudiants à leur place dans la société et les faire réfléchir aussi à toutes ces questions dans le cadre de la construction de leur projet professionnel. Donc, moi, ce que je fais maintenant, c'est que je suis annuellement l'évolution de ces cours à travers un tableau pour voir si ces cours continuent à exister, si ces cours s'étoffent et s'il n'y a pas certaines thématiques qu'on n'aborde pas et sur lesquelles il faudrait œuvrer pour qu'il y ait des cours existants dessus. Et enfin, il y a une nouvelle brique d'action. Alors ça, elle est toute nouvelle. Donc, avec la direction du campus d'Aix-en-Provence, on était en train de mettre en place un projet de végétalisation du campus. D'accord. Voilà. Donc, l'idée, c'est alors, il va y avoir une première phase de diagnostic, une phase de conception, mise en œuvre, etc. Il faut aussi trouver des financements pour ça. Et puis, je suis, de mon côté, en train de me former à tout ce qui est aménagement paysager pour qu'on puisse mener à bien ce projet. L'idée, à travers de ça, c'est pas juste planter des fleurs. C'est se dire que si notre campus se met en marche sur ces questions socio-environnementales, qu'il faut aussi qu'il y ait une cohérence globale des actions, pas qu'en formation, mais aussi qu'il y ait une cohérence globale au niveau du fonctionnement du campus. Ça passe par du tri des déchets, ça passe par différentes actions, mais ça peut aussi passer par des actions de désimperméabilisation des sols et de création d'îlots de fraîcheur, de refuges pour la biodiversité à travers la végétalisation. Ok, tout un chantier. D'ailleurs, justement, quelle est la réception de la communauté d'arts et métiers face à votre démarche et à vos nombreuses actions? Disons qu'il y a différentes sensibilités par rapport à ces enjeux. Mais en gros, les réactions que je peux trouver, c'est d'une part les enseignants motivés qui sont intéressés par ces sujets, qui se sont déjà beaucoup documentés et qui se sentent prêts à donner des cours dessus. Et donc là, ça devient assez facile de travailler ensemble pour créer de nouveaux contenus. Après, il y a aussi les enseignants qui sont intéressés, mais qui ne se sentent pas forcément légitimes à aborder ces sujets, parce qu'ils n'ont pas un degré d'expertise suffisant pour se sentir à l'aise à les aborder, parce que ce sont des sujets très complexes. Donc là, il y a un travail d'accompagnement et de formation. Et puis, il y a aussi certains acteurs de la formation qui me disent qu'ils n'ont déjà pas le temps d'aborder les contenus techniques, et donc, si on ajoute du contenu sur ces problématiques socio-environnementales, on va potentiellement former un ingénieur qui ne maîtrise pas les bases techniques de son métier. Et ça, c'est un argument qui est recevable et sur lequel il faut réfléchir aussi à des solutions. Donc ça, c'était au niveau vraiment local, parce que voilà, c'est quand je travaille au quotidien avec les enseignants. Au niveau national, je trouve que le sujet, il a toute sa place dans les différentes discussions qui ont cours dans les différents groupes de travail. Par exemple, c'est une thématique qui aujourd'hui a sa place dans le séminaire pédagogique national à peu près chaque année. Donc, le séminaire pédagogique national qu'organise Arts et Métiers. Oui, oui, c'est ça. Oui, et qui a eu lieu à Metz en janvier cette année, et qui est organisé notamment par l'ICIFTEC. Par l'ICIFTEC, tout à fait. Dont fait partie Jean-Marc Rousseau, qui nous aide sur ce podcast. Tout à fait. Oui, donc au niveau national, je trouve qu'on en parle très régulièrement. C'est un sujet sur lequel on est attendu par la CTI, par le ministère. Donc il y a des référents par campus pour essayer de faire remonter les infos des différentes actions. Et je pense que le fait que certains enseignants et personnels soient proactifs sur ces sujets est bien apprécié. Et après, il y a le public étudiant, à qui on donne quand même ces nouveaux cours, en fait, qui sont finalement notre public final. Et globalement, j'ai le sentiment que quand on fait un peu des enquêtes sur leur retour vis-à-vis de ces cours, ce sont des cours qui sont plutôt bien appréciés, parce que les étudiants ont ce besoin et sont en recherche de contextualisation de leurs cours. Donc c'est bien apprécié.
Après, je me rappelle quand même d'une remarque négative, que j'ai eue lors d'une enquête, qui était menée après, le cours de sociologie, et de philosophie des techniques, Mhm. où là, il y avait un étudiant qui avait écrit: «Arrêtez de nous matraquer sur les sujets, environnementaux, changez de thème». D'accord. Voilà, alors ça C'est direct, c'est c'est très clair, c'est très clair. C'est très clair. Alors, voilà, ça m'a un peu chagrinée, mais en fait, la réponse que ça a éveillée chez moi, c'est que finalement, les enjeux socio-environnementaux, ce n'est pas un thème. Les enjeux socio-environnementaux, ils sont notre contexte d'évolution actuel et futur en tant qu'humain. Aujourd'hui, il y a suffisamment d'études, il y a un consensus scientifique, par exemple autour, du dérèglement climatique. On sait qu'aujourd'hui, les actions humaines sont à l'origine du dérèglement climatique. Il y a l'équivalent, de ces chercheurs sur le climat, sur la biodiversité, qui nous disent la même chose. Les activités anthropiques sont à l'origine, de l'érosion, voire de l'effondrement de la biodiversité, dont on est complètement interdépendant pour notre propre survie. Et puis, il y a aussi, cette étude sur les limites planétaires, les 9 limites planétaires. Aujourd'hui, on en a dépassé 6 et chaque dépassement nous amène à vivre dans un monde avec plus d'aléas, plus de catastrophes climatiques, plus de difficultés, par exemple, à produire notre propre nourriture et donc à mettre en péril notre sécurité alimentaire. On est quand même sur des questions assez majeures, en fait. Et tout ça, ça va entraîner des situations de crise qui demandent d'une part de pouvoir gérer les incertitudes, mais également avoir une vision systémique des choses pour proposer, des actions dans lesquelles sont pris en compte les aspects sociaux, les aspects environnementaux, économiques, techniques, voilà, pour proposer des actions adaptées. Donc finalement, c'est pas un sujet optionnel, c'est un contexte qui englobe toutes les disciplines qu'on aborde aujourd'hui dans la formation de nos ingénieurs et c'est quelque chose qui devrait faire partie du fond de réflexion de toutes nos actions dans nos formations. Je retiendrai que les enjeux socio-environnementaux ne sont pas un thème, mais notre contexte d'évolution, comme vous l'avez dit, actuel en tant qu'humain. D'ailleurs, quelle est la teneur de votre partenariat avec l'ADEME, qui est l'Agence de la transition écologique? On a travaillé en local avec, l'ADEME, avec 2 intervenants pour construire 2 cours différents. Un premier qui a eu lieu en octobre dernier sur les scénarios prospectifs de l'ADEME. Donc l'ADEME a construit 4 scénarios prospectifs pour le futur, qui sont 4 scénarios très différents, avec des valeurs très différentes, mais un même objectif de décarbonation de nos activités pour 2050. Et donc ce cours de 2 heures, il intervient à la suite de la fresque du climat. La fresque du climat, c'est vraiment, un moment où on fait un état des lieux sur l'état actuel des choses sur le sujet climat. Si on en reste là, ça peut être un peu angoissant. Donc ce qu'on propose, c'est, de réfléchir à quels peuvent être les récits, quels peuvent être les scénarios possibles pour un futur décarboné, pour, éviter cet emballement, du réchauffement climatique. Et donc ce qu'on leur propose, c'est, un apport théorique sur ce qu'est l'ADEME, que sont ces scénarios, comment ils ont été construits, les différents éléments qu'on y trouve. Ensuite, on les met en atelier pour qu'ils reconstruisent ces scénarios et ensuite on prend leurs questions pour pouvoir y répondre avec des experts. Alors là, les experts, il y en avait un représentant de l'ADEME, et puis 2 enseignants-chercheurs et l'idée, c'est qu'à terme, on puisse être autonome. Voilà, que l'ADEME nous a accompagnés au début, mais qu'on puisse être autonome dans l'animation de ce cours. Donc ça, c'est le premier cours pour les premières années, les programmes grandes écoles première année. Et le deuxième cours, alors là, il est en cours de scénarisation. C'est un cours qui pourrait potentiellement durer une journée entière pour nos étudiants de deuxième année programme grandes écoles. Et là, le sujet, ce serait la décarbonation de l'industrie de façon un petit peu pratico-pratique. Donc dans un premier temps, il y aurait, un rappel des éléments théoriques de base, le constat scientifique, sur le dérèglement climatique et cetera. Et puis, suite à cet apport théorique, on aimerait mettre les étudiants en mouvement, en réflexion, pour pas qu'ils restent passifs pendant 6 heures. Parce que ça marchera pas, en fait. Faut travailler sur le fond, mais il faut aussi travailler sur la forme pédagogique. Quel est l'objectif de ce second cours? L'idée, c'est que on les amène à reconstituer par eux-mêmes les différentes étapes de ce que serait la décarbonation de l'activité d'un industriel, ce qui est quand même pas
forcément évident au premier abord, de décortiquer ces différentes étapes jusqu'à les amener à un cas d'étude pour vraiment les mettre en contexte et les amener en fait à comprendre comment proposer des pistes de solutions pour réduire les émissions, voilà, par exemple d'un gros industriel du sud-est de la France. Envisagez-vous d'autres collaborations qu'avec l'ADEME pour le campus Arts et Métiers d'Aix-en-Provence? Alors, dans l'idéal, oui. Moi, j'aimerais beaucoup, qu'on puisse créer des projets interdisciplinaires, même qui mélangeraient des publics étudiants de différentes structures. L'année dernière, on a fait intervenir, un enseignant-chercheur de Sciences Po Paris, pour apporter, voilà, du contenu sur tout ce qui était sociologie des techniques. En fait, ce qui est intéressant là-dedans, à travers ces thématiques socio-environnementales, c'est que ça les confronte à une certaine complexité. Ces problématiques, elles sont complexes et amener les cours de façon à ce qu'ils se rendent compte de la nécessité de collaborer avec d'autres experts, ce serait vraiment intéressant, en fait. Et donc les enjeux socio-environnementaux étant systémiques, ça nous oblige à penser de façon interdisciplinaire et donc potentiellement à créer des collaborations avec d'autres experts. Au regard de l'approche socio-environnementale que vous développez sur le campus Arts et Métiers d'Aix-en-Provence, Camille Pédarios, quels sont la place et les enjeux de l'IA, mais peut-être également les points de vigilance en lien avec cet outil? Bon, alors, aujourd'hui, on voit qu'il y a une course mondiale complètement effrénée, autour de l'IA, autour du développement d'outils d'intelligence artificielle. Ce qui est un peu effrayant quand on met ce sujet en parallèle, du sujet des enjeux socio-environnementaux, qui sont des enjeux existentiels, c'est que l'IA, c'est une technologie très gourmande. Elle est gourmande en énergie, elle est gourmande en eau, elle est gourmande en matières premières. Donc ça crée une sorte de dissonance, en fait, entre le discours un peu alarmant, qui est porté, par les scientifiques, du climat, de la biodiversité et cetera et ce mouvement, finalement sans frein et sans cadre éthique autour du développement de ces outils. Moi, je pense qu'il faudrait amener nos étudiants à développer leur esprit critique, vis-à-vis de l'usage de l'IA, pour essayer de définir quels en seraient les bons usages. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, cette question, elle est valable pour tous les outils techniques. Comme je l'ai dit juste avant, finalement, la technologie, elle n'est pas neutre et l'IA n'est surtout pas neutre. L'IA, elle va venir, elle vient déjà transformer nos modes d'éducation. On se pose des questions sur comment éduquer alors que cet outil est là, comment amener les étudiants à avoir un esprit critique, etc. Ça va modifier le monde potentiellement du travail. On en parle, voilà, il y a certaines personnes qui se sentent menacées par ces outils. En fait, ça vient transformer la société et on voit que c'est pas qu'un sujet d'experts, mais que c'est un sujet qui impacte la société entière. Comment appréhender, selon vous, des corrélations possibles entre la technologie, la pédagogie et l'IA? Alors on pourrait imaginer, il y a eu un très bon exemple il y a un très beau projet qui a eu lieu, de convention citoyenne sur le climat, où on mettait en lien, des citoyens qui n'avaient, pas forcément de connaissances, sur la problématique climatique et qui, au contact d'experts, ont pu se faire une vraie opinion et proposer, des vraies solutions, actions. On pourrait imaginer ce type d'activité pédagogique pour nos étudiants autour de l'IA, par exemple. Sur ces sujets, en fait, et sur l'ensemble des outils techniques, je pense qu'il faudrait faire se poser la question aux étudiants de, à quel projet de société va servir l'IA? Est-ce que c'est un outil qui va servir à accélérer le rythme des choses, de production, de consommation, tout en étant conscient qu'on est en train de dépasser les limites planétaires? Donc est-ce qu'on continue? Est-ce que ça va venir alimenter une croissance infinie dans un monde fini? Ou est-ce qu'on se pose 2 minutes la question de quel cadre éthique on pose autour de son usage. Alors aujourd'hui, il y a le projet CARE qui est développé au sein de l'école, qui permet de se poser un peu toutes ces questions et de cartographier les problématiques. Je trouve que c'est vraiment important que l'établissement prenne en main un peu la question et vienne donner cet éclairage. Après, voilà, quand on dézoome au niveau international et quand on voit ce qui se passe, on peut avoir des doutes sur la mise en place d'un cadre éthique solide. L'avenir nous le dira. Une dernière question qui fait référence à votre autre vie de professeur de yoga. Comment s'intègre le yoga dans votre vie personnelle et professionnelle, arts et métiers?
Le yoga, je le pratique depuis 15 ans et depuis 2019, je donne des cours toutes les semaines au personnel du campus. Et donc c'est un petit groupe qui se retrouve toutes les semaines. Pendant la pandémie, on s'est retrouvés en ligne, donc ça donnait un moment autre que du Teams pour le travail. Et là, c'est toujours le cas en fait, on se retrouve et on vit un moment, qui est un peu hors cadre du travail. Pour moi, c'est plus vraiment, optionnel le yoga, enfin je le pratique quasiment tous les jours et ce que je trouve plaisant, c'est que généralement les gens ressortent en se sentant un peu mieux et ça fait toujours plaisir. Merci Camille Pédarios d'avoir accepté de participer à ce podcast Paroles d'Arts et Métiers. Ce podcast est disponible sur la chaîne YouTube d'Arts et Métiers. Il a été créé sous l'impulsion du campus Arts et Métiers de Paris. Production, montage et habillage sonore Jean-Marc Rousseau. Moyens techniques ICIFTech. Nous remercions la Direction générale d'Arts et Métiers, la Direction marketing, communication et fundraising, notamment sa directrice Aurore Friedlander, ainsi que Cécile Pêcheur, chargée de communication sur le campus Arts et Métiers d'Aix-en-Provence. Nous remercions également l'ICIFTech, le campus Arts et Métiers de Paris, mais aussi le campus Arts et Métiers d'Aix-en-Provence pour leurs apports et leur soutien. N'hésitez pas à consulter le site web artsetmétiers.fr où vous trouverez des informations sur la recherche, les formations et les diverses activités réalisées à Arts et Métiers. Vous étiez avec Carole Vanoun. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Paroles d'Arts et Métiers.